LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Merci à vous et merci beaucoup à tout le monde d'être connecté ces soirs pour entendre ces petits séminaires sur l'apprentissage socio-émotionnel et le bien-être et pour les élèves à l'école. Euh, qui me représentait, oui, je suis enseignante-chercheuse temporaire à Aix-Marseille Université, pas maîtresse des conférences, ouais, j'aimerais bien, mais non. Docteur en psychologie, pas psychologue non plus, parce qu'en France, c'est protéger les titres, du coup, on n'est pas confondre, pas la même chose. Et voilà, ça c'est moi hein, aujourd'hui, et je travaillais pendant quelques années, un peu plus de 10, dans l'apprentissage des émotions, quand c'était un sujet pas très bienvenu, notamment en France. Mais on s'est fait une place petit à petit, ça avance et du coup très contente de cette invitation. Du coup tout de suite quand Bruna m'a proposé, j'ai dit ah oui, complètement oui. Du coup merci à tous pour votre intérêt et puis j'espère que ça va vous plaire ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors constat, comme on vient de l'a dit les collègues tout à l'heure, on a dit la santé mentale des gens c'est un problème qui requiert une intervention immédiate. On sait aujourd'hui que vraiment ça croise de plus en plus, les gens sont en souffrance accrue, on le voit dans les différents rapports qui sortent de ministères en France, mais aussi au niveau international. Les rapports PISA, par exemple, nous disent que chez les jeunes, on retrouve aujourd'hui beaucoup de colère, beaucoup de déception et de pessimisme, et que ça, c'est les émotions qui ressortent les plus à chaque fois qu'on va parler avec les adolescentes. Du coup, à chaque moment, ils vont s'exprimer sous forme de colère, ils vont exprimer une déception par rapport à la vie et un pessimisme par rapport à l'avenir. Du coup, vraiment pas de confiance. Et ce qui va générer beaucoup d'anxiété et un manque de motivation. Une anxiété qui, on peut voir
par rapport à différentes sphères, différentes dimensions. Par exemple, il y a l'anxiété par rapport à l'écologie, l'éco-anxiété, qui c'est même un nouveau concept, un nouveau construit qu'on est en train de développer sur comment se sont anxieux par rapport à l'avenir de la planète. Et puis, on manque des motivations qui se voient reflétées sur l'employabilité des jeunes. Du coup, ils se voient aujourd'hui avec moins de compétences non techniques pour accéder à l'emploi, mais aussi ils sont démotivés et ils ne veulent pas continuer à travailler de la même façon. Ça pourrait être compris comme quelque chose de non pas si négatif parce que c'est les gens qui aujourd'hui ils se disent bon, je suis pas très motivé pour avoir un travail de 39 heures par semaine, franchement ça va pas du tout. Mais les côtés négatifs, c'est qu'ils se motivent même pas pour aller à la recherche de quelque chose qui leur plaît, peut-être parce que l'environnement ne les appartient pas ou ils se sont pas engagés complètement avec ça. On ne sait pas encore pourquoi, quelles sont les raisons, mais en général, ce qui ressort beaucoup du discours des jeunes, c'est un manque de motivation et d'anxiété accrue. C'est là, il va entraîner une perte de confiance en soi et d'espoir. Du coup, il y a moins d'espoir par rapport à l'avenir et ils pensent que de toute façon, il ne va rien avoir de mieux, ils ne vont rien retrouver ou ils vont avoir pas beaucoup plus de possibilités de ce qu'il y a déjà sur le marché de l'emploi, si on parle des jeunes qui rentrent au marché de l'emploi et on perd des confiances aussi accrues. Du coup, les gens se sentent moins capables, avec moins de capacités de pouvoir réussir dans les mondes d'aujourd'hui. Et ça, notamment pour un manque des compétences non techniques, comme on vient de parler, ce qu'on dit aujourd'hui les compétences psychosociales. Tout cela, comme a été déjà mentionné, va générer, on voit plus aujourd'hui de toute façon dans les écoles, dans les établissements éducationnels, des troubles de l'apprentissage comme le TDA ou des santé mentale. Du coup, la dépression, l'anxiété qui vient se refléter dans les établissements et que les enseignants ils se rendent compte en fait de cette malaise constante de leurs élèves. Et comme on a dit tout à l'heure, les collègues aussi, les troubles vont affecter non seulement l'individu, du coup non seulement les gens en question, mais aussi l'environnement scolaire et familial en même temps. Les enseignants manquent des ressources aujourd'hui pour aider avec ces étudiants avec des besoins particuliers. Et l'idée du projet LISA, comme a été bien dit, c'est de donner un peu plus d'outils, d'outiller en gros les enseignants pour pouvoir les aider dans l'accompagnement de ces jeunes. Et l'école, on sait tous, au moins aujourd'hui, qu'elle joue un rôle crucial dans l'apprentissage socio-émotionnel et du développement des compétences psychosociales. Les enfants, ils passent 80% du temps presque à l'école et on s'est dit que c'était très important en fait qu'on puisse développer ces compétences à l'école parce que c'est là où on va apprendre des choses. Dans les années 90, aux États-Unis, ça a commencé un peu le mouvement des développements des compétences psychosociales, des compétences émotionnelles. Et en 2013, en France, récemment, on a parlé des apprentissages socio-émotionnels, du coup les SEL, qui est Social Emotional Learning en anglais, ou des compétences psychosociales dans les établissements éducatifs. En 2013, on a parlé du parcours éducatif des santé, du coup on a commencé déjà à parler un peu de ça, et puis à partir de 2015, on a commencé à parler dans les socles des connaissances et des compétences. La problématique ici, c'est que aux États-Unis, ça se parle depuis très longtemps, même avant les années 90. Quand on a commencé à parler d'intelligence dans les années 20-40, les grandes études d'intelligence, ils prenaient en compte quand ils faisaient ces différentes analyses de comment on va mesurer l'intelligence humaine, ils s'apercevaient qu'il y avait une partie de l'intelligence qui ne pouvait pas être mesurée par des compétences techniques ou par des compétences cognitives, on va dire comme ça. Il y avait une partie qui était plus liée à un côté émotionnel, social, qui aidait l'individu à se développer et à avoir une réussite générale dans la vie scolaire et sociale. Et du coup, à partir de là, ils ont commencé à beaucoup travailler au niveau de la science. Il y a beaucoup d'études sur l'intelligence, notamment, qui vont parler sur ces côtés externes qui ne correspondent pas, en fait, aux différentes dimensions de l'intelligence, mais qui est très fort pour pouvoir développer une vie réussie à l'école et dans la vie. Du coup, si ça vous intéresse un peu plus, je peux vous donner pas mal de références de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive beaucoup, c'est que les gens ils parlent d'intelligence comme l'opposé des émotions, et ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et j'aimerais bien qu'on puisse aussi discuter, si vous voulez, plus tard.
les émotions ne sont pas l'antithèse de l'intelligence. Et une personne qui a un niveau très fort d'intelligence émotionnelle ou des compétences émotionnelles n'a pas forcément une très mauvaise intelligence typique. Je pense qu'il y a cette contradiction ou ces mythes un peu, il est sorti quand on a commencé à parler d'intelligence émotionnelle aux États-Unis aussi dans les années 90 avec Goleman, du coup qu'il a beaucoup publié des façons alors, du coup, on parlait beaucoup aux États-Unis dans les années 90 et puis qu'en France, ça a été commencé à parler plutôt vers les années 2013. Du coup, vous voyez, il y a quand même un petit écart des quelques années de différence par rapport à l'inclusion des émotions ou des compétences émotionnelles à l'école. En revanche, ni en 2013 ni en 2015, même si dans les textes, ça a été publié qu'on devait travailler des compétences plus transversales et des compétences pour le développement de la personne, en vérité, ça n'existait pas dans la réalité de la salle des classes. Je vous dis ça comme ça parce qu'il y a 10 ans à peu près, moi je commençais à travailler sur ces sujets. Et quand j'allais dans les établissements publics pour travailler sur les compétences émotionnelles et pour proposer des interventions gratuites tout le temps dans les différentes écoles, personne ne voulait vraiment les prendre. Certes, il y avait certaines écoles qui parlaient un peu de non, on n'a pas trop le temps, etc. Et carrément d'autres, une école dont une enseignante m'a dit, mais en fait, c'est des conneries ce que tu racontes. Ici, on vient apprendre des choses importantes, pas vraiment les trucs des émotions. Ça se fait pas en fait en France. Du coup, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui peut-être ne va pas trop. Mais heureusement, aujourd'hui, apparemment, ça a changé un peu la perspective et de plus en plus, on veut se renseigner par rapport à ça. Et l'école, elle est de plus en plus ouverte. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont partants par rapport à ces sujets et qui aujourd'hui, ils essayent d'inclure les choses. À l'époque, il y avait Pascal Hague avec la Lab School Network qui parlait beaucoup sur le bien-être de l'enfant à l'école. Et puis, il y avait des groupes d'enseignants magnifiques que je rencontrais à chaque fois qui voulaient vraiment intégrer ça dans leur établissement. Et puis, c'est comme ça, petit à petit, que je me suis fait une petite place dans les systèmes académiques français pour pouvoir intégrer les émotions et le développement de ces compétences dans la salle des classes. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir développer ça dans les gestes professionnels du professorat. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'enseignants, j'espère que oui. C'est une discussion que j'ai eue la semaine dernière en fait avec la DGESCO qui est chargée du CPS, du coup Madame B. Et ce qu'il voulait faire en fait, c'est que les CPS ils deviennent aujourd'hui partie du geste professionnel de l'enseignant. C'est-à-dire qu'en Master MEF, on puisse apprendre aux élèves, aux étudiants qui sont là-bas, qui vont être les enseignants du futur, la pédagogie des compétences émotionnelles. Ce qui me parut magnifique parce que depuis des années, on demande d'intégrer ça au curriculum, aux différents INSPE. D'ailleurs, je travaille en INSPE pas mal en plus de psychologie. Et du coup, comme on avait dit tout à l'heure, aux États-Unis, il y a beaucoup des choses qui ont été faites. Et depuis 2008 déjà, parce qu'eux, ils ont un petit d'avance par rapport à nous, ils ont déjà créé des méta-analyses sur les impacts positifs en prévention et en soins pour la santé mentale des jeunes et des enfants. C'est-à-dire, les méta-analyses, c'est un regroupement d'études scientifiques dont ils font un peu les bilans de toutes les différentes études qui ont été faites au sujet. En général, c'est plusieurs études qui recourent plusieurs années, dont ils rendent compte de quel a été l'impact de ces ateliers. Il y a deux méta-analyses qui, je pense, après, je vous donne la référence que vous pouvez lire, c'est en anglais, et qui vont parler de comment les interventions psychosociales à l'école ont des impacts positifs. Aussi, Santé publique France fait un très bon résumé, hein, si ça vous intéresse de connaître plus en détail les impacts différents. Du coup, je vous ai fait fait un petit détail en résumé. Du coup, il y a une réduction en 12% en moyenne dès l'entrée dans l'étagisme pour les programmes qui sont efficaces. Il y a aussi une réduction de la consommation et de l'abus d'alcool. Du coup, c'est des programmes plutôt génériques dont on va tester qu'est-ce qui se passe si on prévient la consommation d'alcool, une baisse de la consommation des substances psychoactives, du coup beaucoup moins des substances faites. Pareil, entre 15 et 29% de comportements violents sont en baisse. Beaucoup moins de comportements perturbateurs dans la salle des classes. Du coup, les enfants, ils sont mieux intégrés. Et quand il y a des enfants qui sont en difficulté dans la salle des classes, on se rend compte
que quand ils ont renforcé leurs compétences psychosociales dès l'ensemble de la classe, ils sont mieux intégrés dans la salle même et du coup, moins de problèmes perturbateurs. Aussi, je vous ai mis un petit point à part, moins d'application avec la justice, l'espèce des PJJ, si vous voulez, à l'américaine. Elle reporte moins d'accès des personnes ou des jeunes qui sont en application avec la justice chez eux, avec les personnes qui viennent des écoles ou des collèges ou des lycées dont ils ont travaillé autour de compétences psychosociales. Pareillement, chez les femmes, chez les jeunes, on observe moins des pensées et des tentatives de suicide et une réduction de prise des risques sexuels, du coup moins des grossesses et moins des maladies des transmissions sexuelles. Moindre anxiété, et ça a été vu, et ça on l'observe à chaque fois qu'on fait des interventions sur le CPS, l'anxiété, il baisse de façon systématique. En meilleur contrôle de la colère des personnes. Du coup, l'expression de la colère, elle est beaucoup plus souple, elle n'est pas de façon explosive. Moins de stress, amélioration de la capacité à se concentrer, plus de relaxation, mieux capacité à résoudre des problèmes. Du coup, il y a la résolution des problèmes qui est incrémentée, ce qui est lié un peu à la créativité. Ça, on pourra parler aussi tout à l'heure. Moins d'idées suicidaires, meilleure connaissance en santé mentale. Du coup, il y a moins, par exemple, de points de vue négatifs par rapport à ce qui c'est la santé mentale. Parce que, comme partout dans le monde, en fait, quand on va parler de santé mentale, tout de suite, on dit, ouais, c'est les fous. Et du coup, quand on commence à travailler sur le développement des émotions, ou sur les compétences émotionnelles ou l'éducation émotionnelle, on s'aperçoit qu'en réalité, la santé mentale, c'est quelque chose d'important et que c'est pas les choses pour les fous ou des choses qui sont très, très éloignées de la personne. Mais l'important, c'est faire attention à sa propre santé mentale. Et puis, une meilleure acceptation des personnes souffrant des problèmes psychiques. Voilà, ça vient lié à la partie précédente. Du coup, la synthèse, en gros, là, c'est les deux petites références qui sont tout en bas. C'est les références des deux méta-analyses. Tout à l'heure, on m'a demandé si j'allais partager les slides. Toutes les premières, je peux vous les partager. Les dernières, peut-être pas trop, parce qu'il y a encore des résultats qui ne sont pas publiés. Du coup, les éditoriales ne nous laissent pas partager des résultats pas publiés. Mais tous ces slides ici, avec les différentes références, avec plaisir, je vais les partager. Du coup, on a dit réduction de stress et de l'anxiété, réduction des symptômes dépressifs légers. Il ne faut pas rêver, on ne va pas soigner une dépression par le biais de développement des compétences psychosociales. Mais oui, certains symptômes dépressifs. Réduction des comportements à risque, normalement et notamment chez les adolescents. Réduction du harcèlement dans les écoles et de la perception d'harcèlement de la personne aussi. Du coup, il y a un petit peu moins d'harcèlement, c'est-à-dire il y a moins d'individus qui harcèlent, mais aussi il y a une perception réduite de l'harcèlement, c'est-à-dire la personne, elle est capable aussi euh, de prendre certaines situations qui se passent et de pouvoir gérer mieux la situation pour réduire l'harcèlement par la suite. Ça, c'est très intéressant. Amélioration des relations interpersonnelles, pour s'allier au point d'avant. Amélioration des résultats scolaires, ce qui intéresse beaucoup, beaucoup aujourd'hui à la DGESCO aussi, c'est le fait que si on améliore les compétences psychosociales des élèves, on améliore le bien-être, et puis tout ça va avoir un impact positif sur la réussite scolaire. Attitude générale positive envers l'école, et tout ça davantage positif si l'enseignant est porteur. C'est-à-dire qu'ils ont fait pas mal d'études, donc c'est de méta-analyse, ils ont compris beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites avec différentes interventions et ils ont fait un comparatif entre les interventions qui ont été menées par un intervenant externe et quand c'est l'enseignant de la classe qui va porter ces différentes éducations émotionnelles ou ateliers. Et il s'aperçoit que quand c'est l'enseignant qui va travailler ses compétences, c'est à ces moments-là où les compétences se développent davantage. Du coup, c'est très important à le savoir aussi, c'est le fait qu'il soit l'enseignant. Parce qu'il a déjà un lien avec les élèves, il y a plusieurs possibilités qui n'ont pas encore été étudiées, mais les constats, c'est que quand c'est l'enseignant qui travaille, bah, il y a beaucoup plus des résultats positifs. Du coup, réussite scolaire intégrée. Maintenant qu'on a vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis, bah, on va faire un petit résumé sur l'apprentissage socio-émotionnel, ou les sujets d'actualité aujourd'hui, les CPS. Pour cela, on a ces parapluies de définition. Et ici, il y aura quelques collègues qui participent aujourd'hui qui ont déjà vu cette
partie de la présentation. Et qu'est-ce qu'on va dire? Qu'en réalité, il y a plusieurs de théories plus ou moins différentes qui sortent et qui vont donner un nom spécifique aux compétences psychosociales ou à l'apprentissage socio-émotionnel. Et du coup, c'est difficile de pouvoir regrouper sous un seul nom sans heurter les sensibilités des chercheurs et des collègues. Et pourquoi? Parce que, il y a certaines théories qui vont venir de la philosophie, certaines qui vont venir de la psychologie, certaines qui viennent de l'éducation, et chacun a décidé d'utiliser des termes différents. Du coup, il y a certains qui vont parler en économie, par exemple, de savoir-être. Il y a dans le domaine de la psychologie cognitive, notamment, on va parler d'intelligence émotionnelle. Dans les domaines de la santé, on va parler de life skills, que c'est la terminologie de l'OMS qu'on utilise aujourd'hui, qui a été traduite à compétences psychosociales. Habilité sociale, quand on va parler en psychologie sociale, etc. Et du coup, tout ça vient d'une terminologie qui est un peu diffuse et qui vient de toutes les études dont je vous ai parlé au début sur l'intelligence tout court. Quand eux, ils ont aperçu qu'il y avait une composante extra pour la réussite, ils ont dit, bah, comment on la nomme, on ne sait pas. Mais c'est toutes ces compétences qui ne sont pas techniques ni académiques. Par exemple, la créativité, le travail en équipe, mais aussi en même temps l'identification des émotions propres et d'autrui, la régulation des stress, des émotions négatives, entre guillemets, et de laisser les autres s'exprimer ces émotions, etc. Du coup, on a un éventail des différentes compétences non techniques, non académiques, qu'on ne sait pas trop comment les nommer, mais qui en gros, ils veulent dire plus ou moins la même chose. Toutes ces compétences qui appartiennent à ces backgrounds des choses ou des compétences qui vont nous aider à réussir au futur. Et tout ça, si on peut faire un peu la vision euh, vers l'arrière et où ça vient en fait, qui a commencé à parler de ça, on pourrait peut-être faire l'hypothèse que ça a commencé avec la théorie des intelligences multiples. Du coup, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a beaucoup d'études sur l'intelligence, notamment Werschler, qui est les créateurs de tests les plus connus pour mesurer l'intelligence, du coup les tests de la WISC et la WISE pour les enfants. Et eux, ils se sont aperçus qu'il y avait ces facteurs non cognitifs qui influencent la réussite dans la vie. Et en 1983, il y a Monsieur Gardner qui a montré son modèle théorique des intelligences multiples. Lui, il a proposé cette intelligence originale, ici vous voyez 8 parce qu'ils sont divisés. Du coup, il a parlé des différentes intelligences, dont l'intelligence musicale, kinesthésique, visuelle-spatiale, naturalistique, logico-mathématique, des vocabulaires ou verbales. Et puis, la septième intelligence qu'il appelait l'intelligence personnelle. Aujourd'hui, on la divise en deux. On parle d'intelligence interpersonnelle, du coup, avec les autres, et d'intelligence intrapersonnelle. C'est une échelle, enfin c'est une échelle, c'est un modèle théorique, ou une idée théorique plutôt, qui a été largement utilisé parce que ça a été très à la mode pendant un bon moment, mais qui a reçu pas mal de critiques et des détracteurs parce que malheureusement, on n'a jamais pu confirmer que ces modèles, ils fonctionnent de façon correcte. C'est-à-dire quand on va créer des modèles pour mesurer l'intelligence ou les compétences, etc., on crée des modèles statistiques pour savoir si effectivement ce qu'on est en train de mesurer, on est en train de le mesurer. Et malheureusement, pour l'échelle des Garner, il y avait juste une très bonne idée, une très bonne envie de montrer qu'il y avait quelque chose, mais que ces différentes intelligences que lui il présentait comme quelque chose de différent, on pouvait les regrouper sous des facteurs différentes. Du coup, on n'a pas pu vraiment continuer à travailler là-dessus. Mais ce qui est important de retenir des Garner, c'est que grâce à lui, euh, d'autres chercheurs ont pu approfondir sur les différentes aptitudes socio-émotionnelles. Il y a par exemple la création des traits des personnalités. On a parlé plutôt de comment on peut évaluer cette intelligence personnelle par les biais des traits des personnalités ou par les traitements des émotions. Comment on peut traiter les contenus émotionnels, comment je me positionne du côté des émotions et comment je peux en fait comprendre les situations sociales et émotionnelles. Et de là, de Messier, Salovey et Mayer aux États-Unis, ils ont créé les modèles d'intelligence émotionnelle. Un modèle qui est scientifique, tient un peu plus la route et qu'on peut confirmer de façon euh, statistique.
On a d'un côté l'intelligence qu'on connaît tous depuis un peu très longtemps, de l'autre côté les émotions, et puis ils ont dit il existe quelque chose qu'on va appeler l'intelligence émotionnelle. Dans les années 90, alors, Salovey et Mayer, ils vont élaborer les premiers modèles d'intelligence émotionnelle à trois branches. Pour eux, ça existait l'identification et expression des émotions comme une seule compétence, la régulation des émotions et l'utilisation des émotions de façon adaptative, ou savoir identifier à quel moment je peux mobiliser quelle émotion pour faire travailler plus mes capacités cognitives. Ils ont en 97 la définie comme une capacité à percevoir avec précision, à évaluer et à exprimer les émotions, à accéder aux sentiments ou à les générer lorsqu'ils facilitent la pensée, à comprendre les émotions et les connaissances émotionnelles, à réguler les émotions pour favoriser les développements émotionnels et intellectuels. Dès ces petites descriptions des années 97, on passe à ces modèles en quatre branches de l'intelligence émotionnelle. Du coup, on va voir plus en détail chacune. La perception de l'émotion, du coup, les premiers domaines les plus fondamentaux, on va dire, va concerner la réception et l'expression non verbale des émotions. Les biologistes et les psychologues évolutionnistes ont souligné que l'expression émotionnelle a évolué chez les espèces animales, toutes, comme une forme de communication sociale cruciale. Du coup, les expressions faciales telles que le bonheur, la tristesse, la colère, la peur sont universellement reconnaissables chez les humains. Les chercheurs sur les émotions et d'autres personnes qui vont travailler beaucoup, pas juste chercheurs sur les émotions, mais il y a des biologistes et tout ça, bah, ils vont dire qu'on a fait des progrès très considérables pour pouvoir comprendre en fait comment les êtres humains ils reconnaissent et ils expriment les différentes émotions. Du coup, la capacité de perception, que c'est la première branche de ces modèles-là, c'est la capacité à percevoir avec précision les émotions sur le visage ou dans la voix d'autrui. Et ça va constituer pour nous un point de départ qui est essentiel pour la compréhension un peu plus poussée des émotions. Et de cela, on passe à l'utilisation des émotions. Du coup, l'idée, c'est comment les émotions ils peuvent aider à guider et à favoriser la pensée et les processus cognitifs. Comment, par exemple, certaines émotions vont donner priorité à la pensée, comment la réaction émotionnelle, en gros, qu'on peut avoir face aux choses, va faire que nos processus cognitifs se mettent en place. Par exemple, quand on parle que si on est touché émotionnellement par quelque chose, tout de suite, ça s'aggrave dans quelque part dans notre mémoire. Du coup, il y a l'émotion d'abord qui va faire que quelque chose reste dans notre mémoire. Si un sujet qui me passionne beaucoup, je vais apprendre plus facilement. Du coup, comment, par exemple, je pourrais motiver et générer des émotions positives pour aider ma pensée. Ça, c'est les côtés utilisation de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, on a la compréhension des émotions. Du coup, c'est le fait de comprendre que chaque émotion est capable de transmettre un message et que ces différents messages veulent dire quelque chose. Et aussi être capable de comprendre ou de décodifier, si vous voulez, les messages qu'on reçoit d'une autre personne. On va raisonner sur la signification de ces messages, pourquoi quelqu'un a fait ça, etc. Du coup, comment je les donne un sens, en gros, aux émotions. Et on arrive à la quatrième branche, un peu plus complexe, qui est la régulation des émotions. Du coup, comment je peux rester ouvert face à des émotions ou à signaux émotionnels douloureux et comment je peux faire pour gérer certaines émotions qui me sont déplaisantes. Et pendant beaucoup de temps, on a parlé avec ces modèles, on a travaillé avec ces modèles. Enfin, j'ai des collègues encore à Yale, aux États-Unis, qui ont créé les centres d'intelligence émotionnelle là-bas. Ça vient de là, la théorie. Et j'ai encore des collègues là-bas qui travaillent sur les modèles d'intelligence émotionnelle. Même si aujourd'hui, on a un peu évolué, même à évoluer, c'est un peu méchant à dire, mais même si aujourd'hui, il y a des modèles alternatifs sur l'intelligence émotionnelle, parce qu'on a commencé à se dire que intelligence, ce n'était pas un bon terme pour parler des émotions. Et du coup, on a commencé la discussion entre est-ce que c'est intelligence ou compétence.
Comme il n'y a eu pas de consensus sur qu'est-ce qu'est l'intelligence et qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être émotionnellement intelligent, on a trouvé pas mal de disputes entre les approches. Du coup, il y avait par exemple l'intelligence émotionnelle fondée sur les traits. Du coup, on est avec une capacité à comprendre les émotions d'autrui ou pas. C'est une capacité qu'on peut développer, mais que c'est une sorte d'intelligence, du coup, qui bouge pas beaucoup. Et on ne savait pas trop si c'était des traits qui étaient vraiment innés ou si c'était quelque chose de plutôt modifiable. La compétence va parler plutôt de mettre l'accent sur la pratique et des comportements. Et à partir de là, on a essayé de travailler sur un différent modèle. Du coup, au lieu d'intelligence, on va parler d'une compétence. Et à partir de cette idée de travailler sur une compétence et pas sur l'intelligence, l'équipe belge des Moira, Mikolajsac et compagnie ont défini la compétence émotionnelle comme la capacité pratique d'identifier, de comprendre, d'exprimer, de réguler et d'utiliser ses propres émotions et celles des autres. C'est une définition beaucoup plus simple et concrète qui nous aide à comprendre mieux en fait comment ça fonctionne à les niveaux, les côtés émotionnels et socio-émotionnels des personnes en général. Je vous montre aussi les petits modèles, vite fait. Du coup, elle a identifié 5 branches différentes des compétences émotionnelles et 2 versants, intrapersonnels et interpersonnels. Pour l'identification des émotions, bah, comme on l'a vu tout à l'heure pour les modèles à 4 branches, c'est le fait de pouvoir nommer les différentes émotions, de savoir quelles sont les différentes émotions qui existent, soit à un niveau personnel, soit au niveau d'autrui. Au niveau des compréhensions, on va plutôt parler des causes et des conséquences des émotions. Du coup, qu'est-ce qui va générer une émotion? Qu'est-ce qui va faire déclencher une émotion? Et quelles sont les conséquences de certaines émotions chez moi et chez l'autre? Chez l'autre. Au niveau des expressions, c'est comment j'exprime mes propres émotions d'une façon socialement adaptée. Et attention, je ne savais pas dire de bloquer ses propres émotions. C'est de savoir dans quel contexte je peux exprimer et comment serait mieux d'exprimer mes différentes émotions pour ne pas me mettre en désavantage ou en malaise, etc. Et comment j'aide les autres à pouvoir exprimer ses propres émotions. Au niveau de la régulation, c'est réguler les émotions qui me sont déplaçantes, du coup les stress ou des émotions qui sont inadaptées au contexte. Et puis, comment je peux aider à co-réguler les émotions d'autrui. Aujourd'hui, dans certaines discussions des parentalités, on parle de co-régulation de l'enfant, c'est-à-dire comment je peux montrer à l'enfant qu'il y a des émotions que lui, il est très difficile pour lui d'exprimer ou de maîtriser ou de réguler, et comment moi, je peux le montrer des façons différentes, des stratégies différentes de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est une thématique qui est très importante et très intéressante parce que, bon, c'était beaucoup plus étudié et ça intéresse à beaucoup plus de monde, notamment parce qu'on va parler d'un éventail des stratégies que chaque individu il pourrait choisir. Du coup, il y a certaines personnes qui vont choisir plutôt la rumination en termes de régulation émotionnelle. Chaque fois qu'il se passe quelque chose ou une émotion d'anxiété, par exemple, je vais ruminer, ruminer, ruminer beaucoup. Et d'autres personnes qui vont choisir d'autres stratégies qui sont beaucoup plus adaptées. Par exemple, voir les côtés positifs de quelque chose. Du coup, il m'arrive quelque chose de négatif, j'accepte, je comprends, et en même temps, j'essaye de utiliser une stratégie plus adaptée. Je vois les côtés positifs, réévalue la situation de façon plus calme. Par exemple, différentes stratégies, et ça diffère d'une personne à l'autre. Et enfin, l'utilisation de ses propres émotions. Du coup, comment on utilise les émotions pour augmenter l'efficacité. Euh, Là, je vous mets l'exemple de humeur-créativité. Par exemple, dans une dernière étude, enfin dernière, je ne sais pas le dernier, mais dans une des dernières études que j'ai faites sur l'humeur et la créativité en école primaire, on s'est aperçu que quand on induisait des émotions positives, du coup, quand les élèves ils sont dans un état émotionnel positif, ils sont davantage créatifs que quand ils sont dans un état émotionnel neutre. Du coup, là, par exemple, on peut voir très clairement comment les compétences émotionnelles peuvent être au service du processus cognitif. Dans ces cas-là, les processus cognitifs, c'est la pensée créative. L'équipe de Moira aussi, il explique ces modèles de façon très détaillée et il va nous parler plutôt des 3 niveaux, on va dire, d'approfondissement de ces différents modèles, de ces différentes branches émotionnelles.
Il y a un côté qui c'est les connaissances, c'est-à-dire j'essaie, je comprends, quelles sont les connaissances qui possède l'individu quant à l'efficacité des différentes stratégies de gestion des émotions. Par exemple, je sais que quand je reçois une mauvaise nouvelle, la stratégie de régulation émotionnelle rumination elle est très négative. Du coup, à quel point je connais qu'est-ce qu'il faut ou je connais tous les différents types d'émotions positives, etc. Je peux les identifier, je crois que je connais en moins les noms des émotions. Après, il y a un autre niveau qui c'est celui des aptitudes. Je peux le faire. C'est-à-dire, je suis capable d'appliquer les connaissances que j'ai dans une situation émotionnelle. C'est-à-dire, je ne sais pas juste que la rumination elle est mauvaise comme stratégie de régulation émotionnelle, mais je suis capable de ne pas utiliser ou de choisir une autre stratégie alternative. Ou ça, c'est le niveau aptitude. Je suis capable de faire ce que je sais qui est bien ou qui est pas bien. Et un troisième qui est, on va dire, un peu plus approfondi, même si ce n'est pas en échelle en approfondissement, c'est la disposition outrée. C'est-à-dire, c'est pour les personnes qui c'est quelque chose de naturel de le faire. C'est-à-dire la propension d'un individu à pouvoir se comporter d'une certaine manière qui est plus adaptative au niveau émotionnel. C'est-à-dire ces personnes qui naissent et qui sont déjà très empathiques, qui comprennent très bien les émotions d'autrui, etc., qui n'ont pas forcément fait des formations, mais qui les naissent naturellement. Du coup, ça, c'est les trois niveaux qui expliquent Moira pour bien comprendre, en fait, comment ça fonctionne, les modèles des compétences émotionnelles. Parce que on a bien à se dire, on n'a pas développé les compétences de tout le monde, et puis tout le monde sera meilleur, et sera un monde juste et joli. Mais en réalité, c'est pas si facile que ça. C'est pas si difficile que ça non plus. Mais c'est pas si facile que ça. Il y a des niveaux de complexité qu'il faudrait bien comprendre pour bien, en fait, s'y prendre quand on va travailler sur les compétences émotionnelles. Et puis, en fonction de tous ces différents côtés scientifiques que je vous ai montrés, je vous fais un petit résumé des référentiels des compétences psychosociales qui existent aujourd'hui. Si bien certains ne sont pas appelés compétences psychosociales parce que, comme on a vu au début, il y a différentes dénominations, je vous montre ceux qui sont les plus connus et utilisés et qui vont viser ces compétences. Du coup, au niveau des ONG, on a l'UNESCO et les ODD, j'imagine que vous les connaissez déjà. Euh, si vous travaillez au LPI ou vous connaissez le Learning Planet, vous savez très bien qu'un focus des développements, c'est les objectifs de développement durable. L'idée, c'est vraiment améliorer la vie d'ici à 2030, la coopération mondiale, lutter contre la pauvreté, les changements climatiques et notamment travailler sur une meilleure éducation, la qualité de l'éducation pour tous. Les compétences écosociales pour ces modèles sont notamment focalisées sur la partie well-being, du coup le bien-être, qui c'est la thématique qu'on va travailler aussi aujourd'hui ou qu'on va parler aujourd'hui. Aussi, il y a les modèles de référentiel de la OCDE. C'est les modèles qui ont été basés sur les Big Five. C'est un modèle de personnalité. C'est un modèle qui divise la personnalité des individus en 5 dimensions. Du coup, il va dire la performance dans l'exécution des tâches. C'est une des compétences émotionnelles à développer, socio-émotionnelles ou psychosociales, qui serait liée au caractère consciencieux des individus. C'est-à-dire cet caractère qui est plus rangé, qui aime bien structurer les choses, etc. Ils ont dit qu'il existe aussi la régulation émotionnelle dans les cadres des compétences psychosociales qui serait liée à la personnalité névrosisme, c'est-à-dire cette névrosisme pour la haine, mais en réalité c'est stabilité émotionnelle, à quel point la personne elle est stable émotionnellement. Ça c'est un trait de personnalité. La collaboration, qui serait la troisième compétence de ces modèles-là, elle serait liée au caractère agréable d'un individu. Du coup, les personnes qui ont un caractère agréable beaucoup plus élevé vont avoir plus des habilités ou des propensions à développer la collaboration. Les quatrièmes, c'est l'ouverture d'esprit. Bon, ça va sans dire, c'est l'ouverture d'une personne face aux expériences. Et l'engagement avec les autres, qui c'est la cinquième compétence à développer, serait plus facile pour les personnes qui ont une personnalité avec un niveau d'extraversion beaucoup plus élevé. Ces personnes qui aiment être avec les autres personnes. Et puis aussi, ils ont ajouté à leur modèle d'autres éléments, par exemple la motivation à l'accomplissement et l'auto-efficacité. Et on va voir par la suite qu'effectivement, l'auto-efficacité, elle est très importante pour le développement des compétences psychosociales en général. Juste, je vais checker le temps parce que je ne sais pas combien de temps il me reste, Bruno. Si tu peux me dire. Alors, on est un peu en retard parce que il est 18h50. Mm.
Et on voulait laisser un quart d'heure aux questions de nos participants. Tu me Ok, dis, ok. Et c'est jusqu'à 19h15, 19h30? alors c'était de 18 à 19, mais comme on a commencé un peu en retard, si tu es disponible et si les autres sont disponibles, on peut déborder un peu. Ouais, non, je peux pas mettre le monde en retard. Ok, ça marche. Ok, bah écoutez, je vous passe les différents modèles pour comme ça on peut passer à la partie bien-être aussi, sinon ça serait un peu dommage. Ça, c'est un autre modèle, c'est un modèle référentiel d'éducation en 4 dimensions, dont il va parler des skills ou des compétences, des traits des caractères et de métapprentissage. Et eux, ils sont axés 12 compétences qui pour eux sont fondamentales pour l'éducation au XXIe siècle. Ça, c'est un modèle qui a été beaucoup utilisé à Harvard aux États-Unis et puis est pas mal pour développer certaines compétences. Si on veut se focaliser sur un groupe des compétences, ça fonctionne très bien de développer ça. Eux, ils misent sur ces compétences parce qu'ils se disent, ces compétences-là, c'est les compétences phares dont on a besoin pour pouvoir aller mieux dans l'éducation du XXIe siècle. Et ceux qui ont commencé tout ça, c'est les CACEL, c'est les Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Et c'est eux qui ont commencé à travailler les compétences émotionnelles dans les milieux de l'éducation. Eux, ils vont parler des consciences de soi, des gestions de soi, la conscience sociale ou l'empathie, les compétences relationnelles et la prise de décisions responsables. Et pour eux, les social emotional learning, du coup l'apprentissage émotionnel, il va tourner autour de ces 5 compétences. Et on va finir avec l'OMS qui a parlé dans les années 93, je crois, sur les life skills. Du coup, ils ont dit c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture, son environnement. Du coup, déjà dans les années 93, l'OMS, il parlait de ça, sans savoir trop qu'est-ce qui c'était ces différentes compétences. Mais après, au fur et à mesure, elles sont sorties des rapports, elles se sont dit, bon, on va les appeler les life skills, qui nous aident à avoir une meilleure santé mentale. Et puis aujourd'hui, Santé publique France, elle a regroupé ces différentes compétences en ces groupes de compétences. Ces données-là sont toutes disponibles sur Internet, du coup, pas d'inquiétude si on passe vite les slides. Du coup, la santé publique nous a dit qu'il y a des compétences cognitives, compétences émotionnelles et compétences sociales. Ils sont restructurés et regroupés les différentes compétences pour qu'il soit plus facile pour nous de comprendre ces compétences. Et du coup, on a tous ces différents modèles sur les compétences émotionnelles, sur l'intelligence émotionnelle, qui existent déjà et qui doivent coexister pour nous. Dès là que ça devient un peu complexe. Et du coup, comment va jouer un rôle sur le bien-être des individus? Du coup, il y a 2 côtés du bien-être. Déjà, les bien-être de l'enfant, on va le diviser en subjectif ou hédonique et psychologique eudaimonique. Principalement, a été centré sur les adultes, mais depuis 2000, les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal d'auteurs qui vont parler, notamment Monsieur Benarié, qui va parler ou appliquer ou faire un peu des travails pour le bien-être des enfants. Il va exprimer que le bien-être des enfants va englober la qualité de vie au sens large. Il se réfère aux conditions économiques de l'enfant, à ses relations avec ses pairs, à ses droits politiques et à ses opportunités de développement, en mettant l'accent sur les variations sociales et culturelles. Du coup, c'est une définition très complexe très complète et intégrale du bien-être de l'enfant que lui, il va travailler. Et du coup, il y a ces 2 côtés, les côtés hédoniques subjectifs et les côtés psychologiques. Je vous le montre vite fait. Quand on va parler d'approche hédonique du bonheur, on va parler de réponses émotionnelles, de la satisfaction et le jugement un peu globaux de la satisfaction de la vie. Du coup, il va se concentrer notamment sur la recherche de plaisir et de l'évitement de la douleur. Le bien-être subjectif va découler et va se mesurer par les expériences des plaisirs des enfants, des émotions positives qu'ils ont et de la satisfaction de la vie qu'ils ont. Et il va se préoccuper de comment les gens ils se ressentent et comment les gens ils ressentent et comment ils vont évaluer leur vie globalement, en général. Du coup, il y a toute une composante cognitive. Du coup, quelle est ma satisfaction avec la vie, comment je comprends la satisfaction avec la vie, et des composantes affectives, c'est-à-dire quel est mon niveau d'émotions positives et négatives. Et d'un autre côté, celui, ça aussi, le bien-être, il est constitué par le bien-être psychologique.
Et ça, on va parler un peu de l'approche eudaimonique du bonheur, c'est-à-dire elle va se concentrer plutôt sur la réalisation de son potentiel dans la vie, du sens des vies. Du coup, le bien-être psychologique il va se baser sur mettre l'accent sur le développement personnel, les fonctionnements optimaux et la réalisation de soi. Et du coup, il va dépasser un peu la partie subjective parce que c'est pas juste comment je pense qu'il est ma vie et quelles sont les émotions que je ressens, mais comment je suis capable de donner du sens à ma vie. Et puis de là, il y a quelques modèles des bien-être, des références, que je vois qu'avec le temps, peut-être on ne va pas le voir. Il y a les modèles des motivations, dont on va retrouver deux théories typiques qu'on retrouve un peu partout, les sentiments d'efficacité personnelle, c'est-à-dire comment je me sens capable de réussir certains objectifs. La théorie de l'autodétermination qui va parler des motivations extrinsèques, c'est-à-dire comment il y a des choses externes qui me motivent à travailler ou à continuer. Et la motivation intrinsèque qui va plutôt venir de l'individu en lui-même, comment j'arrive euh, à me motiver pour travailler. Donc, quel est mon niveau d'autonomie? Il y a aussi d'autres modèles de bien-être, par exemple les modèles de Csikszentmihalyi, qui va parler notamment de l'équilibre entre les défis et l'habilité. Du coup, quand il y a beaucoup de skills, du coup, beaucoup de compétences sur un sujet, bah, je suis ennuyée rapidement. S'il y a beaucoup de challenges, je me sens anxieux. Mais il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Et quand j'arrive à trouver ce juste équilibre entre les deux, bah, je suis dans cet état des flow, cet état des absorption par la tâche, dont je me sens accomplie complètement et dont on peut travailler sa créativité, etc. Quand on parle des artistes, des personnes qui sont en train de faire une tâche, ou des sportifs, par exemple, qui sont concentrés sur faire une tâche, qui ne se rendent même pas compte du temps qui passe, ça, on va parler d'une zone de flow. Il y a aussi les modèles d'épanouissement permanent, des Seligman dans les années 2000 ou 2011 qui est sorti. Il va parler plutôt d'émotions positives, d'engagement, du coup, je me sens engagée à faire des choses. J'ai des relations positives avec les gens autour de moi, j'ai du sens dans ma vie et je me sens accomplie. Et ça, c'est les différentes théories qu'on a passées très vite, je suis désolée, du bien-être, on va travailler ou qu'on a travaillé déjà en éducation. Du coup, je vous montre vite fait aussi, en vertu du temps, les quelques études qu'on a réalisées en France avec mes collègues. On a par exemple, en 2019, on a travaillé sur la Children World Survey. C'est une échelle internationale qui va mesurer les niveaux de bien-être des élèves. Et en France, on a participé en 2019 à cette échelle internationale en mesurant le bien-être des enfants de CM2. Du coup, 10 ans, ils avaient tous les enfants. Si vous voyez par exemple les différents graphiques, vous apercevez que la satisfaction globale des enfants elle est plutôt à 80%, du coup, ils sont 80% satisfaits. Et que là, on retrouve les moins de satisfaction, c'est en vie d'élèves. Il est presque à 50%. C'est-à-dire, il y a 50% d'élèves qui sont vraiment motivés à l'école, vraiment contents d'aller à l'école, parmi d'autres choses, parce que la l'échelle est un peu plus large que ça. Et des pourcentages, par exemple, tous les autres pourcentages qui sont 7 à 8, 4 à 6, etc., c'est des scores qu'on peut interpréter comme des scores que la personne elle n'a pas voulu vraiment dire que ça allait pas trop dans l'école. Du coup, il faudrait les regarder avec une certaine précaution. Désolé. Après, il y a d'autres études qu'on a fait entre 2019 et 2022. Par exemple, on a travaillé sur la dramapédagogie. C'est un outil dramatique qui travaille sur les émotions aussi. Et on s'est aperçu que les émotions positives et que la créativité ont été développées grâce à une approche dialogique. Quand on dialogue avec les enfants, on se met en position d'écoute. On va développer davantage des émotions positives et la créativité. Qui aussi, on développe les compétences psychosociales par le jeu collaboratif et l'expression des émotions. Cela permet de développer différentes compétences psychosociales. On a parlé des compétences psychosociales et comment cela contribue au développement socio-cognitif de l'enfant, et ça notamment observé par les enseignants, et aussi comment l'enseignement des émotions par les enseignants va aussi développer la profession d'enseignant et de personnel des enseignants. Ça, c'est une étude qu'a fait une de mes étudiantes au master, dont elle s'est aperçue, grâce à des analyses d'entretien avec des enseignants, que quand on enseignait les compétences émotionnelles à l'école, les enseignants sentaient ils sentaient plus de gratitude, ils se sentaient beaucoup plus contents de leur propre profession, et du coup, ça les aidait aussi à eux-mêmes
à réévaluer la propre expérience académique. Et puis l'apprentissage émotionnel est fondamental pour prévenir les décrochages scolaires. Ça, c'est une autre étude d'une autre de mes étudiantes qui a travaillé dans des dispositifs relais, des classes relais, et qui s'est aperçue que le développement des compétences psychosociales pouvait prévenir les décrochages scolaires. Euh, non, je ne vais pas passer ça ici, mais ici, c'est juste une étude qu'on a faite à l'université pour voir comment les sciences de drama-pédagogie ils peuvent diminuer et l'anxiété et les émotions négatives des étudiants à l'université aussi. C'est une autre étude sur le sentiment d'efficacité personnelle, du coup, une étude sur les sentiments, se sentir capable dans la vie. Et là, on se rend compte que soutenir la confiance des élèves en leur propre capacité à réussir est plus déterminant pour leur performance scolaire que de simplement les motiver à réussir. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On s'est aperçu en fait en comparant les effets de la motivation intrinsèque, extrinsèque et les sentiments d'efficacité scolaire, personnelle et scolaire, on s'est aperçu que c'est plutôt les sentiments d'efficacité personnelle à l'école qui va pouvoir prédire les résultats au brevet des collèges des enfants. Du coup, les étudiants, en fait, les élèves, quand ils sont au collège, ils font le brevet, on les a mesurés avant pour voir leur niveau et on s'est aperçu que c'est ça. C'est qu'ils se sentent les plus capables de réussir à l'école sont ceux qui, à la fin, ont les meilleures notes. Et pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes au début et pas forcément ceux qui étaient les plus motivés. Ce qui est très intéressant pour nous en termes des pratiques pédagogiques. Je ne vais pas tarder sur ce modèle-là parce qu'il est un peu plus long. Et en notre étude de 2024 qu'on est en cours, on a un axe psychosocial et architectural. Notre idée, c'est de travailler les compétences psychosociales des enseignants pour évaluer et motiver et développer surtout le bien-être enseignant, qui est très en mal-être, notamment ici à Marseille, je sais pas ailleurs, mais au moins ici, pas très très top. Développer le bien-être des enseignants, pour nous, c'est important parce que ça va développer le bien-être des enfants. On va pouvoir modifier ou aider à la compréhension des pratiques des personnels. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec un apprentissage flexible, du coup, on a des mobiliers flexibles, de pouvoir réutiliser, se réapproprier de ces initiatives de l'école. Et idéalement, non, idéalement pour nous, pouvoir créer un module de formation au Master MEF pour pouvoir former les enseignants de futur aux compétences psychosociales et au bien-être. En conclusion, et comme ça on peut finir, la qualité de vie va être liée au sentiment d'efficacité personnelle, au social emotional learning, à l'apprentissage socio-émotionnel, aux compétences psychosociales et au bien-être en général. La gestion des émotions va permettre d'avoir plus d'empathie et de savoir communiquer au mieux aux autres, ce qui va permettre de résoudre les conflits de façon différemment et de pouvoir avoir des prises de décisions qui sont plus responsables et adéquates par rapport à chacun. Cela peut avoir un impact sur la réduction de l'anxiété. Du coup, ici, on parle un peu de bien-être hédonique. Et ça va générer des relations positives entre les pairs, mais aussi entre l'enfant, l'élève et l'enseignant. Ils vont sentir plus de soutien social et d'appartenance, pouvoir se fixer des objectifs réalistes et avoir plus de persévérance à l'école, avoir de la résilience et de la réussite. Du coup, grâce à ça, je suis plus résiliente et j'arrive à réussir par la suite, qui pourrait créer une école plus inclusive et bienveillante pour, grosso modo, à la fin, avoir une meilleure qualité de vie des enfants en sa globalité. Désolée pour ces speeds à la fin, mais je vois qu'on est déjà dans l'heure et puis je vous laisse quelques questions si vous avez. Merci beaucoup de toute façon pour votre écoute et au plaisir. Euh, merci infiniment, Macarena, pour cette présentation si riche et qui met les compétences socio-émotionnelles, psychosociales au cœur du discours. Mais ce qui était intéressant, je trouve aussi, c'est l'aspect sur les différents langages utilisés dans les différents contextes. Parce que on a souvent tendance à penser qu'une compétence, c'est une valeur absolue, mais en fait, une compétence n'est mesurable que dans un contexte donné. Et donc, c'est important aussi de le repréciser. Et c'était vraiment très riche. Je pense que ça fera un premier épisode d'une série de webinaires. Et désolée pour le speed de la fin, mais Ouais. effectivement, c'était prévu pendant 1 heure. Je vais relayer 2 questions. On a Iba qui demande
Donc, elle dit bonjour, merci pour ce webinaire. Je ne sais pas pourquoi certains experts ne veulent plus parler des intelligences multiples. Est-ce que tu as une réponse à cette question hein, ou à ces questionnements plutôt? Et oui. Et je note la question comme ça après, je peux la développer. Je vais te lire les autres, c'est ça? Non, non, je vais essayer de répondre tout de suite. Ok, Euh, d'accord. euh, En fait, quand on a créé les modèles d'intelligence multiple, Garner, il a proposé ces sept différents modèles, mais et intelligences, mais il a proposé comme des intelligences à part les unes des autres. C'est-à-dire, existait l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence naturistique, etc. Sauf que quand on mesure l'intelligence, parce que lui, il venait vraiment de côté de l'intelligence, du coup, lui, il voulait mesurer l'intelligence. Et quand lui-même, il a essayé de mesurer son modèle d'intelligence et rend compte qu'existaient différentes intelligences qui n'étaient pas liées les unes aux autres, il n'a pas pu le faire. Du coup, malheureusement, il n'y a pas d'épreuves empiriques robustes qui disent qui ça pourrait fonctionner. Quand on parle d'intelligence multiple, en gros, on va parler, ce que lui, il voulait dire, Garner, c'était que la personne qui était intelligent socialement, du coup très intelligent avec les autres, elle n'était pas du tout intelligent au niveau mathématique. Et que la personne qui était intelligente en mathématiques, elle n'était pas du tout intelligent au niveau verbal. Et ce qui n'était pas verbal n'était pas intelligent avec la nature. Et du coup, ces modèles-là n'est pas robuste, parce que c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont très, entre guillemets, intelligentes ou qui ont très développé, très fortement développé leurs capacités cognitives mathématiques et qui en même temps, ils sont très forts aussi au langage et qui en même temps, ils sont très forts aussi en communication sociale. Et c'est pour ça, en fait, qu'en tant qu'expert scientifique, on va dire, on n'utilise pas ces modèles parce que les modèles, ils prenaient en compte qu'on pouvait être intelligent juste sur un seul domaine et pas sur l'ensemble. Et de ces côtés-là, c'est pas possible de le représenter. C'est pour ça qu'on l'utilise plus. Merci, merci Macarena. J'ai une autre question de Carole qui, j'essaie de synthétiser, elle est un peu longue. Donc, elle nous dit, en effet, en France, de nombreuses initiatives utilisant des pratiques psychocorporelles sont bloquées dès lors qu'il s'agit des établissements scolaires. Je pense notamment à la sophrologie caïcédienne que j'enseigne, qui a pourtant, Carole enseigne, hein, qui a pourtant montré son efficacité au sujet de la prévention et la gestion du stress, la motivation, l'amélioration des capacités d'attention et de concentration, le développement des compétences émotionnelles, l'assertivité, la créativité, etc. Je pense que la question s'adresse plutôt à Elise. Tu es encore là parce que la question c'est comment et par quel biais de telles méthodes peuvent-elles intégrer des dispositifs proposés dans le projet LISA? Déjà, peut-être la première partie de la question concerne la, la, la réticence de la part des établissements scolaires à intégrer ces pratiques. Et peut-être toi, Macarena, tu peux répondre à cette partie de la question. Pourquoi ils sont bloqués à l'école? Pourquoi il y a cette réticence de la part des établissements scolaires? Sans rentrer Voilà. dans un débat, Oui, oui, mais c'est pour c'est la un même vaste raison débat. pour laquelle on bloque presque tout à l'école, en fait. C'est, bon, du côté, il y a pas envie de certains directeurs. Ça peut être parce qu'il n'y a pas le temps. Ça peut être parce que les IEN, ils sont résistants à l'idée. Enfin, il y a certains qui sont très ouverts d'esprit et c'est magnifique quand on se retrouve en réunion avec eux. Je me rappelle l'Académie de Créteil, de Versailles, des inspecteurs très ouverts à l'idée, mais d'autres qui ne le sont pas trop. Je me suis retrouvée, je ne veux pas dire laquelle des circonscriptions, mais ici à Marseille, avec un UN qui a bloqué un travail. Les dernières études, par exemple, a été bloquée pendant 2 ans parce qu'ils ne voulaient pas qu'on... Vous mettez pas les pieds à l'école, c'est ça ce qu'il nous a dit directement. Du coup, on est, on pourrait dire, parce qu'on a tendance à dire oui, parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques et tout ça, mais en fait, c'est même pas ça. Nous, on a des preuves scientifiques, on est tous des chercheurs et enseignantes, et pourtant, la UN n'est pas d'accord. Du coup, parfois, ça bloque de ces côtés-là, et parfois, ça bloque parce que c'est pas une méthodologie qu'ils aimeraient utiliser.
Il y a tellement de raisons, je ne sais pas pourquoi ça bloque. L'école, c'est toujours un sujet. De toute façon, l'école à l'école, c'est toujours un sujet. Et voilà. Je sais pas Merci. pourquoi. Il y a Florence qui complète un peu ta réponse en disant, bon, c'est aussi vrai de la méditation pleine conscience. Bah, l'explication de Florence, c'est crainte de dérive sectaire. Ah, mais ça, Euh, une vraie crainte. Après, ça dépend. Parce qu'il y a certaines études, par exemple, j'ai une copine, une collègue chercheuse qui travaille sur la méditation pleine conscience, et elle s'est aperçue, en fait, que la méditation pleine conscience fonctionne pour certains individus, mais pas pour tous. Et c'est aussi voilà. ce qu'on travaille dans les différents individuels. Du coup, moi, je suis en psychologie de différence, du coup, en psychologie différentielle, dont on va étudier qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas pareil pour tous, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Du coup, par exemple, dans les cadres de méditation pleine conscience, ça va fonctionner pour les individus qui sont plus à l'aise avec l'introspection et pour ceux qui ont déjà fait un pré-travail des compétences émotionnelles. Mais pour ceux qui ne sont pas encore à ces stades-là ou qui n'ont pas encore développé leurs compétences à la base, qui sont débutants, on va dire, la pleine conscience, elle est plutôt quelque chose qui va les stresser davantage. Parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre en tête claire, parce qu'ils ne sont pas capables de vraiment méditer, du coup, ils vont mettre des attentes très élevées, etc. Du coup, je pense que pour toutes les initiatives, c'est un peu ça. Il faut toujours prendre en compte les différences individuelles qui existent dans la population en général. Les choses ne fonctionnent pas tous pour toutes, ben, toutes pour tous. C'est pas possible, en fait. Oui, et je pense que dans l'exemple de la méditation pleine conscience, en plus, il y a cette dynamique individu et groupe. Ce qui fonctionne pour l'individu ne fonctionne pas forcément dans une dynamique de groupe. Et on a constaté aussi qu'il y a des difficultés parfois à ce que la méditation pleine conscience prenne dans Mm. des dynamiques de groupe. Par exemple, c'est comme tu le dis, chaque individu est différent. Je vais te relayer encore deux questions. Il y a Caroline qui te demande, que pensez-vous du nouveau programme pour les primaires à EMC paru il y a quelques jours? Je suis pas au courant. Du coup, il faudrait m'expliquer. Caroline, vous êtes, Si vous êtes là, Caroline, avec plaisir. si vous êtes là et que vous voulez développer, sinon je passe à la prochaine question. Sawad qui demande, auriez-vous des études concernant la mesure de l'impact de l'apprentissage des compétences psychosociales à l'école, spécifiquement sur les enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement? Euh, Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Je sais qu'il y a beaucoup. Après, si vous m'écrivez un petit mail, moi, je peux chercher dans la base de données parce que je sais que j'ai quelques articles. Je ne travaille pas spécifiquement avec des personnes ou des enfants avec des problèmes neuro. Enfin, je travaille avec la population générale. Mais je sais il y a certaines études et j'ai travaillé avec des collègues, mais c'est tout en espagnol en fait, parce que voilà, je viens du Chili. Du coup, je travaillais avec mon ancienne université au Chili sur justement l'intégration de la créativité et des compétences psychosociales pour des personnes ou des enfants à développement différent et comment ça sert en fait pour tous. C'est pas juste pour les personnes lambda qui ça va marcher. Mais oui, en détail, bah, je sais qu'il y a un projet qui s'appelle Speech Bubbles qui a très bien marché. C'est un projet aux États-Unis qui a développé beaucoup de compétences en communication déjà et en compétences sociales. Speech Bubbles, comme pour parler. C'était des enfants avec des problèmes neurotypiques, pas neuroatypiques, des communications, avec des empêchements de langage ou quelque chose comme ça. Merci. Alors, toute dernière question. Je rappelle que effectivement, à la fin du webinaire, nous avons vos coordonnées. Vous nous avez autorisé à vous envoyer des informations à la fois sur les sujets de la conférence, du webinaire, mais aussi sur le projet LISA. Et donc, vous allez recevoir de nos nouvelles et des supports, des ressources pour aller plus loin sur le sujet de nos webinaires. Et je vous anticipe déjà que c'est le dernier webinaire de ce mini-cycle lancé en juin, mais qu'on va reprendre en septembre. On va continuer d'inviter des spécialistes et des chercheurs dans les cadres du projet LISA. Et juste une dernière question qui vient de Sébastien qui nous demande, il était évoqué dans la présentation un lien avec le théâtre.
Que pensez-vous de la pratique de l'improvisation théâtrale pour développer ses compétences? Je me souviens de vous, Sébastien, vous avez posé la même question la dernière fois. Je vous avais promis qu'on aurait une experte ce soir. Euh, Qu'est-ce que je pense de l'impro? Ça va pas être une réponse très sympathique peut-être pour certaines personnes qui sont très fans de l'impro. Oh, pourquoi pas. Je suis comédienne. Je me suis formée 5 ans au conservatoire de théâtre. Du coup, à la base, je suis comédienne. Et c'est pour ça que je travaille sur la pédagogie du théâtre. Pour moi, la pédagogie du théâtre, elle est un peu plus vaste parce qu'il va comprendre l'individu d'un côté euh, pédagogique, du coup, tous les contextes pédagogiques, et d'un autre côté, tout ce qu'on peut mobiliser côté théâtre. Et l'impro, on l'utilise pas en pédagogie de théâtre parce que les très, ça peut être perçu comme très agressif. L'impro, elle est très bien quand on veut développer des compétences langagières et qu'on a envie de parler. Du coup, si on a envie de développer ces compétences pour parler en public, pour avoir plus d'essence, de parler plus tranquillement, ça fonctionne très bien dans ces cadres-là. Mais dans les autres contextes, c'est très difficile de développer les compétences psychosociales par ça, parce que une grande partie des enfants, ils restent choqués et bloqués. Parce que l'impro, il pousse l'individu à improviser. Et ça, c'est une compétence à développer complètement différente. C'est une compétence à part, moi je dirais. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais je dis qu'il faudrait l'utiliser en complément d'autres activités. C'est ça mon point de vue par rapport à l'impro. C'est un peu fort pour certaines personnes. Et comme tout à l'heure on parlait des différences individuelles, il va y avoir une bonne partie des individus qui ne vont pas développer des compétences psychosociales et qui pourraient développer une certaine aversion, ce qui m'est déjà arrivé dans des études précédentes. Du coup, je sais que l'impro, c'est un sujet délicat. Ben, merci beaucoup. Comme promis, on vous enverra des informations et des ressources complémentaires par mail prochainement. Et merci encore à Macarena Pastelum de nous avoir présenté sa recherche qui continue, qui est en cours, enfin passée et en cours, sur les compétences psychosociales. C'était vraiment très intéressant. Je ne sais pas si Ellie, tu es encore là et tu veux le mot de la fin pour toutes les personnes qui demandent des renseignements sur Lisa et veulent savoir comment rejoindre Oui. et participer au projet. Alors déjà, un grand merci pour cette intervention. C'était hyper intéressant. Je suis resté silencieux, mais c'était hyper intéressant. Et merci à tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme je l'avais indiqué par écrit, si vous souhaitez en savoir plus sur le projet LISA, ou si vous souhaitez éventuellement participer au dispositif, vous faire rentrer soit à titre individuel, soit à l'échelle de votre établissement, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai laissé un mail. Vous pouvez me contacter sur elie @ifea.education ou bien sinon via Bruna ou Michaela. On vous orientera vers les bons mails. Un très grand merci à tous et un très grand merci à notre intervenante. Merci beaucoup et à très bientôt. Et restez connectés, restez à suivre nos réseaux sociaux parce on prendra la suite de ce cycle à la rentrée. Je vous souhaite un bel été.